Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet, Laurence Alanic, Baptiste Antoine, Maïsa Costache. Bonjour, bonsoir. Samba, rien à voir avec la danse, mais un prénom qui claque, celui qu'Omar Sy, leur acteur fétiche, porte dans le nouveau film des rois du box-office français. J'ai nommé Éric Toledano et Olivier Nakache. Samba, un film qui a tout pour être un nouveau succès populaire et qui sait réitérer le carton réalisé par Intouchable et ses 51 millions de spectateurs à travers le monde. Amour et humour, drame et comédie, émotion et suspense, une distribution prestigieuse, des dialogues qui font mouche et un fond politique qui ouvre bien des questions sur la France d'aujourd'hui, si tant est qu'on veuille se les poser. Samba, le nouveau film du tandem Nakache-Toledano avec notre invité Charlotte Gainsbourg qui côtoie Omar Sy, Tahar Rahim et Izzy Agelin sort mercredi sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Votre personnage s'appelle Alice. Alors au début du film, on comprend qu'elle a décidé de s'engager dans une association d'aide aux sans-papiers. Mais en fait, elle le fait surtout pour elle-même à la base. Malgré elle, en fait. On lui conseille. Il y a une scène qui est plus dans le film où on la voyait face au médecin qui lui conseillait d'aller essayer de se soucier un peu des autres pour reprendre goût à la vie aussi. Donc on comprend maintenant que la scène est coupée, on le comprend plus tard dans le film. Oui. Mais voilà, que c'est pas de son plein gré. Elle est pas dans la même générosité que les autres bénévoles. Alors comment en est-elle arrivée là ? Elle a subi un burn-out. Elle était cadre et a perdu pied, comme c'est souvent le cas dans le monde d'aujourd'hui. Et a fait un séjour en clinique et voilà, se refait surface au démarrage du film. Elle essaie de reprendre pied et de se soigner. Oui, dès le démarrage du film, on voit bien d'ailleurs, rien qu'à son visage, qu'elle est très fatiguée. On sent effectivement qu'elle va pas très très bien dans sa tête. Et on se demande finalement si elle est faite pour l'aide de son papier, si c'est pas elle finalement qui a besoin d'être aidée. Évidemment qu'elle a besoin d'être aidée. Elle est en très mauvaise passe. Elle est en congé. Le temps justement de se soigner et de reprendre pied. Donc le fait qu'elle travaille dans cette association a pas beaucoup de sens pour elle. Hein. Elle comprend pas trop ce qu'elle fout là. Oui, elle arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. C'est un peu ça. Hein. On sent effectivement qu'elle est pas très très à l'aise. Vous êtes documentée, Charlotte Gainsbourg, sur le burn-out. Je sais pas d'ailleurs s'il y a peut-être du burn-out dans le cinéma d'ailleurs. Ah oui, c'est évident. C'est dès qu'il y a un métier où il y a un peu de pression, où on peut se mettre soi-même un peu de pression aussi. Je pense que c'est assez naturel. Donc c'était très facile de le comprendre et de m'imaginer là-dedans. Et après l'état un peu dépressif, un peu à côté de la plaque, je pense que je suis pas très loin. Ah bon? D'accord. Donc là, c'était pas un rôle de composition pour vous, attendez. C'était pas vraiment un rôle de composition. Non. Je pense que si on m'avait demandé de jouer le personnage avant le burn-out, en espèce de cadre businesswoman, là, ça aurait été plus difficile. Ouais. Bon, en même temps, on est quand même chez Nakache-Toledano, donc c'est quand même une comédie. Alors c'est pas du tout un film sur le burn-out. C'est quand même pas l'essentiel du film. Non, mais c'est sur deux individus très isolés qui ont une vision du travail qui est à l'opposé l'un de l'autre, qui vont se rencontrer et qui, chacun dans sa solitude, va trouver énormément pas forcément, c'est pas une histoire de points communs en fait, mais ils vont se trouver. Oui, ils vont se trouver et leur première rencontre a lieu dans un CRA, dans un centre de rétention administrative à Roissy, donc à l'aéroport près de Paris. C'est là que Alice va rencontrer Samba Cissé, un Sénégalais joué par Omar Sy. Ok, alors je t'explique, en gros ici on a 48 heures pour aider les types à sortir. Parfois moins, donc faut se manier. Bonjour, c'est quoi votre nom? Samba Cissé. Vas-y, note, Alice. En fait, je travaille dans la restauration depuis plusieurs années déjà. J'avais fait une demande de titre de séjour. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous êtes quand même spécial. Spécial. Merci Alice pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. C'est bien, je t'attache pas. T'as bien compris l'histoire de la distance là. Ta gueule.
T'es franche, c'est cool. Je sais, mais ta gueule quand même. Voilà, et évidemment, Alice va faire tout le contraire de ce que sa copine Manu lui conseille, parce qu'en fait, elle est là, d'ailleurs, pour faire exactement l'inverse, finalement, Charlotte Gainsbourg. Elle est là pour s'ouvrir, pour entrer en empathie avec les gens, pour ressentir des émotions. Oui, exactement, mais elle s'en rend pas vraiment compte elle-même non plus. Je pense qu'elle subit beaucoup au départ, et elle est aussi amenée à justement à entrer dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, et bon, qui la touche pas plus que ça au départ, et oui, qui va finir par la toucher. Oui, moi, elle m'a fait penser un peu ce personnage un peu à une fleur, quoi, qui s'ouvre un peu petit à petit, comme le bouton qui s'ouvre, et puis petit à petit, le printemps s'installe. Elle a un vrai cheminement. Moi, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est que on la prend à un moment au débarrage, elle est très mal, et puis elle se reconstruit. Donc c'était intéressant comme trajectoire. Mais bon, il y a effectivement la différence entre le personnage d'Alice et le personnage de Samba, on va y revenir dans un instant, et puis il y a aussi une autre différence qui apparaît dès le début du film, c'est la différence entre Manu, donc cette jeune fille qui elle est déjà très très installée dans le monde associatif, qui sait précisément où elle va, en tout cas qui s'impose finalement à Alice. Là il y a un énorme contraste entre votre personnage et celui qui est incarné par Isia Higelin. Oui, c'est ça qui est drôle aussi, c'est de mettre des personnages qui n'ont rien à voir, de les mettre dans des situations qui amènent de la drôlerie. Le personnage de Manu est très très drôle, très vivant. Je pense que très Eric, extraverti, oui. C'est un peu votre chaperonne dans le film. Oui, mais Eric et Olivier, quand ils m'ont parlé du film et du sujet, ils ont vu plein de Manu dans les bénévoles des associations. Ouais. Voilà, il y avait à la fois des Manu, des Alice, ils en avaient pas beaucoup vu, je pense. Oui. Mais il y avait aussi les autres profils de femmes assez âgées qu'on voit dans le film. Voilà. Bonjour Delphine Coulin. Bonjour. Vous êtes la co-scénariste du film, vous êtes aussi la romancière qui a créé le personnage de Samba dans un livre paru en 2011 aux éditions du Seuil. Le titre c'était Samba pour la France, que les éditions du Seuil rééditent d'ailleurs dans la collection Point avec le visage de Marcy sur la couverture à l'occasion de la sortie du film. Effectivement, le personnage de Manu est relativement présent dans le livre, c'est pas un personnage majeur, mais enfin il est quand même là. Tandis que le personnage d'Alice, le personnage de Charlotte Gainsbourg, il faut vraiment le trouver, quoi. En même temps, c'est la narratrice du livre. Oui. Donc, c'est mais vraiment il n'est pas du tout développé. Non, mais c'était volontaire. En fait, si vous, donc ça part d'une expérience que j'ai eue à la CIMAD où j'ai été bénévole pendant 3 ans. Donc la CIMAD, c'est une association d'aide aux sans-papiers. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui m'a frappée tout de suite quand j'ai commencé à aider les gens là-bas, c'est que pour faire des recours au tribunal pour ne pas que les gens soient expulsés, vous racontez toute leur histoire, mais vous empruntez un jeu. C'est-à-dire, je disais sans arrêt, je m'appelle Samba Cissé, je suis née à Bamako en 1984, ou oui, parce que dans le livre, il est malien, Samba. Oui, par contre, dans le film, il est sénégalais. Voilà. Parenthèse. Et en fait, je trouvais que ces gens qui n'avaient plus grand-chose, j'étais là pour les aider, mais je leur piquais encore une chose en plus qui était leur première personne du singulier. Et donc volontairement, la narratrice du livre, je l'ai fait arriver assez tard dans le livre, et en plus, elle est en observatrice, c'est-à-dire on voit tout par ses yeux, oui. Mais en même temps, c'est un passeur finalement. C'est quelqu'un qui est comme dans les livres à la japonaise, elle est en retrait. Et c'était volontaire de ne pas trop la construire. Elle est esquissée plus que vraiment dessinée. Bon, vous confirmez ce que disait Charlotte à l'instant. Parmi les bénévoles de la CIMAD, puisque c'est l'association que vous connaissez le mieux, il n'y a pas beaucoup d'Alice et un peu plus de Manu. J'ai un peu forcé le trait pour le livre, et puis après, Eric et Olivier s'en sont encore plus emparés, je crois. Oui. Moi, dès le livre, j'ai dit qu'à la CIMAD, il y avait surtout soit des retraités, et souvent des vieilles retraitées. Oui, il y en a quelques-unes dans le film. Et pas des moindres aussi, avec des personnalités assez hautes en couleur. Oui. Non, et c'est vrai, en vrai aussi, c'est des super personnages, parce que c'est des femmes très très actives et parfois très très âgées quand même. Et donc ça me bluffait assez de voir ces vieilles dames qui avaient vraiment encore envie de changer le monde. Et à l'autre bout, vous avez plein d'étudiantes en droit. Et là, bon, moi j'ai pris le personnage de Manu parce que ça m'amusait plus, mais il y a aussi une autre catégorie d'étudiantes en droit qui est le côté jupe bleu marine, super sévère. Oui. Donc j'aurais pu continuer comme ça. Et au milieu, moi, j'ai mis que la narratrice, qui n'a pas de prénom dans le livre.
mais il y avait d'autres gens de mon âge, c'est-à-dire entre les étudiantes et les vieilles dames, et j'ai forcé le trait parce que c'était plus rigolo. Bon, alors ce film, c'est l'histoire d'une rencontre, Charlotte le disait, entre le personnage d'Alice et le personnage de Samba. Il y a aussi une autre rencontre, il va falloir que vous nous le racontez, Delphine Coulin, la rencontre entre vous et votre livre, et le duo Nakache-Toledano. Ça s'est passé comment ? Eh bien, il se trouve que par ailleurs, je réalise des films avec ma sœur, qu'on avait fait un vous premier... Vous avez fait 17 filles en 2011, votre sœur Muriel, c'est ça ? Qui est aussi co-scénariste du film, d'ailleurs. Voilà, on a écrit le film tous les 4, avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Et en fait, notre film était nommé au César en même temps qu'Intouchable, donc de manière beaucoup plus discrète. Mais bon, on s'est croisés là. Et puis du coup, un peu plus tard au Festival de New York, Muriel était en même temps qu'Eric Toledano au festival et ils se sont parlé. Muriel a dit mais est-ce que vous avez une idée pour votre prochain film ? Eric a dit qu'ils aimeraient bien s'intéresser aux sans-papiers. Et Muriel a dit mais c'est dingue, le dernier livre de ma sœur c'est sur les sans-papiers. Mais c'était juste lancé comme ça et on n'a pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois. Et un jour ils nous ont rappelé et voilà, on a commencé à écrire tous les 4. Oui, et d'ailleurs finalement votre écriture colle assez bien finalement à ce que Toledano et Nakache ont l'habitude de raconter au cinéma, c'est-à-dire deux milieux totalement différents qui se rencontrent et qui créent la comédie. Oui, c'est vrai. Vous aviez pensé à Omar Sy quand vous écriviez et quand vous décriviez la vie et le personnage de Samba ? C'est assez curieux parce que j'y ai pas pensé vraiment, parce que je pensais pas du tout que ce serait un film au moment de l'écrire. Enfin, pour moi, c'est très disjoint d'habitude. Ah d'accord, même si vous êtes cinéaste aussi, vous pensiez pas... Ouais, pour moi, quand j'ai une idée d'histoire, c'est d'emblée, je sais si c'est un livre ou un film. Il se trouve que dernièrement, tout ça se mélange un peu, mais à la base, non. Et en même temps, quand j'ai inventé le personnage de Samba, j'avais évidemment en tête des gens que j'avais aidés à la CIMAD, mais de temps en temps... de manière beaucoup plus fugace, j'avais des images comme ça d'Omar Sy, mais c'est juste parce qu'il est connu, qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens africains, enfin d'origine africaine connus, et que je sais, et que c'est quelqu'un pour lequel j'avais de la sympathie a priori comme ça, mais je l'avais jamais rencontré ni rien. Et donc c'est bizarre parce que j'avais ces images-là de manière un peu irrationnelle qui venaient, et du coup ça m'a fait plaisir que ce soit lui parce que c'était pas contre mon personnage, en fait. Ça allait complètement dans enfin, ils avaient bien senti ce que j'avais en tête, Eric et Olivier, puisque c'est quelqu'un qui collait vraiment à l'image que j'avais de Samba. Oui. Est-ce que vous aviez la même image, Omar Sy? Est-ce que vous aviez la même image d'Omar Sy, Charlotte Gainsbourg? Parce qu'il est quand même assez surprenant dans le film, ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'il a l'accent africain. Oui, mais il le fait de manière tellement vraie est tellement sincère que je me suis jamais posé de questions. Bien sûr, parfois il en jouait, donc ça en devenait drôle, mais c'était, je trouve, extrêmement touchant. En plus de la comédie, mais ça tout le monde le sait. Voilà, il est très sincère en fait. Qu'est-ce qui réunit le personnage d'Alice et le personnage de Samba? Ils étaient faits pour se rencontrer? A priori non, justement, mais j'ai eu tendance à me dire que c'est l'isolement et la solitude qui les réunit, mais je sais pas réellement. Je sais pas s'il y a la magie des personnages, si ça fonctionne ou pas, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit expliquer. On va faire plus classique, on va se faire la bise. Classique, c'est bien aussi. Samba. Je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Peut-être qu'on pourrait le faire là. Comme ça, là? Arrêtez de parler, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi à 3h du matin? Ne va pas te compliquer la vie avec une fille maintenant. Tu vas t'attirer encore des ennuis. Qu'est-ce que tu peux donner à une femme, toi? Il n'y a pas un jour où tu penses que je peux décider ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu as fait, toi, de ce qui est bon pour moi? Si j'ai envie d'y croire, moi. Bah, ils vous ont pas arrangé, hein. La bouche, c'est bon. C'est plus au front, la blessure. Ah oui, pardon. Charlotte Gainsbourg, Omar Sy raconte partout qu'il était extrêmement intimidé de tourner avec vous et surtout qu'il avait une peur bleue, celle de la scène du baiser.
Vous l'avez ressenti sur le plateau? Ils en parlaient sans arrêt. Eric et Olivier m'ont prévenu. Mais c'était marrant, hein. Enfin, c'était léger comme ambiance. Il était gêné, mais moi j'étais gênée avant de commencer à tourner, avant de le rencontrer, j'étais gênée. Mais pourquoi? Non, mais juste j'étais intimidée. Grande habitude de ce genre de rôle, non? Oui, mais pas forcément de ce genre de scène. La comédie. C'était voilà, j'étais pas forcément très à l'aise dans ce registre et j'avais l'impression que lui le serait beaucoup et que j'allais pas être à la hauteur. Enfin voilà, en même temps, ça aide un peu le personnage. Je pense que comme Omar est un petit peu, enfin, mais je pense qu'on comme Samba est un peu gauche, voilà. Mais c'est ça, on se sert de nos timidité respective et de la gaucherie et tout ça était très utile. Donc ils n'ont pas essayé de nous mettre plus à l'aise que ça non plus parce que ça allait servir le film. Travailler avec deux réalisateurs, c'est pas forcément courant, c'est pas la première fois, hein. Ils sont pas les seuls à travailler comme ça en groupe, mais ça doit être un peu déstabilisant pour un acteur, non? Pas du tout déstabilisant. Au contraire, c'est deux regards qui sont vraiment sur la même longueur d'onde. Donc il y a aucune discorde. En tout cas, ils nous en parlent pas. Ouais. Il y a un partage des tâches extrêmement clair. Non, pas du tout. Ils se pas sur les pieds. Ensemble, ils parlent en même temps et voilà, ils disent pas forcément la même chose, mais de manière un peu différente, mais ça revient quand même à la même chose. Mais ça fait pas doublon pour autant. Ils rebondissent l'un et l'autre. Est-ce qu'ils étaient dans un processus de recette? Parce qu'on dit toujours, Nakache Toledano, c'est la recette du succès. Est-ce qu'il y a des trucs pour vous, avec votre regard extérieur et intérieur en même temps? Non, et puis en plus, on ne sait pas si le film va marcher ou pas. Donc, bien sûr, mais enfin, tout le monde l'attend au tournant. Évidemment, oui, mais après, évidemment. Il faut pas nous foutre la poisse. Hein. Non. Non. Mais non, il n'y avait pas de... Est-ce que vous avez été surprise sur le film? Oui, mais justement, je suis surprise aujourd'hui. Évidemment que je connais le succès d'Intouchable, donc c'est pas une surprise totale. Mais on parlait pas du tout de ça sur le plateau, donc c'est maintenant qu'on en parle et qu'on a à réagir par rapport à ça. Sur le tournage, c'était une équipe qui se retrouvait, c'est sûr, mais ils avaient juste vécu quelque chose de très fort ensemble et au moment du tournage, donc avant même le succès. Et puis c'est aussi une équipe qui se retrouvait d'avant, donc ils ont un passé qui est extrêmement joyeux, mais pas forcément dû au succès. Oui, mais vous n'aviez pas l'impression d'être une étrangère dans cette équipe-là, avec ou sans papier? Dans l'équipe, si, mais pas à cause du succès, juste parce que c'était une famille déjà formée. Oui, et puis il y a le personnage de Wilson, qui est interprété par Tahar Rahim, et là aussi c'est extrêmement surprenant. Parce que bon, on le connaît, Tahar Rahim, mais c'est pas forcément un habitué des rôles de comédie. Et là, c'est un rôle absolument truculent, complètement extraverti, on l'attendait pas du tout sur ce registre-là. Mais je pense qu'Éric et Olivier le savaient. Avant, enfin évidemment ils sont allés vers lui, mais ils ont, oui, il a surpris tout le monde, mais pas eux. Je pense que voilà, ils savaient de quoi il était capable. Oui, comment vous avez inventé ce personnage de Wilson, Delphine Coulon? Alors, on va pas donner la raison précise pour laquelle, parce que faut regarder le film, parce que c'est surprenant quoi. Bon bah voilà, mais enfin disons il a pas forcément une tête, ça s'appelait Wilson, quoique voilà. Alors, on va pas en dire plus. Ouais, mais où avez-vous eu l'idée? C'est un personnage réel qui vous a donné l'idée ou pas? Non, tous sont inventés et je peux pas. J'ai un lien fort personnel avec l'Amérique du Sud et j'avais envie d'un personnage un peu solaire comme ça, de séducteur et de garçon débrouillard qui invente un peu des histoires pour s'en sortir, parce qu'à un moment donné, soit vous déprimez totalement dans votre coin, soit vous débrouillez d'une manière ou d'une autre pour exister sans papier. Donc c'était pas mal d'avoir quelqu'un d'un peu comme ça rigolo et charmeur. Oui, et c'est vrai que ça permet de dédramatiser. Oui, ça permet de dédramatiser la situation. Et effectivement, et là, on est toujours en permanence à osciller entre l'émotion, le rire, et puis la vraie tension qui résulte effectivement de l'intrigue autour du problème des sans-papiers. Delphine Coulon, Charlotte Gainsbourg, on va marquer une courte pause pour le flash et on se retrouve dans 3 minutes avec le BDiste Jean-Benoît Mébec qui publie un album à la fois documenté et engagé qui s'appelle CRA, comme centre de rétention administrative. C'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Toujours avec la comédienne Charlotte Gainsbourg et l'écrivain et scénariste Delphine Coulin pour le film Samba de Nakash Toledano avec Omar Sy, Tahar Rahim et Isia Higelin qui sont mercredi sur les écrans. Alors Delphine Coulin nous disait tout à l'heure qu'elle était allée sur le terrain dans ce centre de rétention administrative aux côtés de ceux de la CIMAD. Vous avez fait de même, Charlotte Gainsbourg ? Non, pas du tout. Pas besoin ? Ils m'ont proposé, si, mais enfin c'était intéressant évidemment, mais pas du tout pour préparer le rôle, parce que vu que mon personnage est surpris par ce qu'elle découvre, moi j'avais envie de garder cette surprise et c'était très bien, je m'en suis servie. Alors vous aviez donc cette expérience du terrain, vous, Delphine Coulin. Est-ce que c'est un univers qui, dans la réalité, est aussi bien rodé qu'il apparaît dans le film ? Parce qu'on a vraiment l'impression de quelque chose de très organisé, avec des règles extrêmement précises que le personnage de Manu apprend d'ailleurs à Alice. Vous voulez dire l'association ? Oui, l'association, oui, et la façon dont les oui, alors c'est vrai que moi pour le coup ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire il y avait une étudiante en droit qui nous chapeautait, tout un groupe de bénévoles, et c'est assez utile parce que c'est vrai que vous débarquez et vous savez pas, moi j'avais jamais travaillé dans une association. Et donc c'est pas mal d'avoir des règles. Après, effectivement, on m'a dit de pas donner mon numéro de téléphone perso aux gens que j'aidais. Ouais. Effectivement, on vous dit de pas donner votre vraie adresse parce que vous allez être là pour aider, mais qu'à un moment donné, il faut pas vous laisser bouffer par votre rôle de bénévole. Ça, on vous le dit tout le temps. Donc ça, c'est vrai. Après, oui, c'est assez cadré parce qu'en même temps, c'est quand même une fonction plus ou moins juridique. Vous avez des recours à faire pour le tribunal. Vous brassez des paperasses, vous faites des photocopies en permanence, vous devez rédiger des recours pour le tribunal. Tout ça est très, formalisé et vous avez pas à rigoler avec ça parce que c'est de la vie des gens qu'il s'agit quand même. Oui, c'est très sérieux. Tout ce que vous racontez dans le livre, c'est attesté, c'est-à-dire que toute la dimension juridique, organisationnelle et tout, c'est extrêmement précis. Hein. Et dans le film, c'est pareil, c'est-à-dire on a gommé plein de choses parce que finalement, pour avoir le plaisir du film, on n'a pas besoin de connaître les tenants et les aboutissants juridiques de. Oui, ça aurait un petit peu alourdi l'histoire. Voilà, oui, exactement. Mais en même temps, tout est vrai et crédible. Ça, et Eric et Olivier étaient très précautionneux là-dessus d'ailleurs. Pourquoi ? Pour ne pas donner une fausse image Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est quand même, ça a beau être une comédie et on rit franchement, c'est bien de pas dire n'importe quoi. Tout simplement. Bonjour Jean-Benoît Mébec. Bonjour. Vous êtes auteur de bande dessinée et vous publiez CRA. Alors CRA, c'est l'acronyme de Centre de rétention administrative. C'est aux éditions des Ronds dans l'eau. En l'occurrence, le CRA que vous nous faites connaître à travers votre album, c'est celui de Cornebarieux. Alors Cornebarieux, c'est aux portes de Toulouse et de l'aéroport de Blagnac. C'est lui qui sert de décor à la BD, un décor un peu sinistre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est un décor sinistre. Un centre de rétention, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est pas une prison, puisque c'est pas géré par l'administration carcérale, par le ministère de la Justice, mais c'est une réplique d'une prison administrative qui est gérée par la police et par le ministère de l'Intérieur. Bon, c'est un décor pour vous ou c'est finalement un lieu d'expérimentation, un lieu documentaire ? Non, là c'est pas un décor, clairement, c'est plutôt même le sujet du livre en l'occurrence. Oui, c'est un lieu qui est assez obscur, qui est assez mystérieux et finalement que vous nous faites découvrir parce que c'est un endroit où tout le monde n'a pas le droit de rentrer, évidemment, c'est même extrêmement codifié. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les migrants effectivement ils sont amenés et après on sait pas trop ce qui s'y passe. Seuls les parlementaires, donc les sénateurs, les députés ont le droit d'y aller. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qu'on retrouve au fil des pages, en particulier des parlementaires du coin, évidemment de Haute-Garonne en particulier. Parce que ce que raconte le livre, c'est une campagne qui a été mise en œuvre par un collectif d'associations au niveau européen et africain. Migre Europe et Alternative Européenne, donc qui sont ces deux associations qui ont monté une campagne Open Access qui vise justement à Ouvrez les portes, on va parler français. Hein, Ouvrez les portes, voilà. Oui. C'était en 2012. Donc c'est ça, mais en fait c'est une campagne sur 3 ans, donc je suis pas sûr qu'elle soit finie à l'heure actuelle, qui vise à faire connaître donc aux populations l'existence de ces centres de rétention sur toute l'Europe et l'Afrique. Et cette campagne passait par un certain nombre de manifestations que vous racontez dans l'album. D'ailleurs, vous vous mettez vous-même en scène parmi les manifestants. Ça veut dire qu'avant même de faire l'album, vous étiez déjà engagé aux côtés de ces associations-là ? Oui, en fait, moi à la base
j'ai toujours fait de la bande dessinée en amateur, mais à la base je suis graphiste. Et j'ai eu un engagement auprès d'un collectif d'aide aux sans-papiers sur Tournefeuille, où je réside. Et c'est comme ça en fait que j'ai été amené à découvrir ces centres et à faire cette BD pour témoigner justement dans le cadre de cette manifestation. Donc effectivement, à ouvrir les portes. Il y avait des associations qui allaient tous les jours pendant 12 jours au centre de rétention, donc là en l'occurrence de Cornemarieux, et accompagné d'une délégation composée d'un sénateur, député, d'une personnalité éventuellement médiatique et plus d'un journaliste qui voulait visiter. On va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on plante un tout petit peu le décor à travers cette scène de bande dessinée dans laquelle vous vous mettez vous-même en scène. On est vraiment à la fin de l'album. On est page 116. Ici sont enfermés des gens qui n'ont commis aucun délit. Nous n'avons pas été autorisés à visiter les locaux, les chambres, le mitard. Mais nous avons pu rendre visite aux retenus. Des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont enfermés. Des gens traumatisés, en souffrance, des gens qui ont besoin d'écoute, des jeunes mais aussi des gens très âgés. Pas d'enfants selon la police, mais tout est prêt pour en recevoir. Ils ont reçu des OQTF, des APRF, des papiers frappés de sigles aux conséquences terribles. Comment obtenir les papiers qui permettraient de vivre sans la peur au ventre? Pour ça, pour se justifier, il faut en montrer plein des papiers, de tout petits comme des tickets de caisse, des grands comme des certificats, des justificatifs, pour prouver qu'on vit en France, souvent depuis des années, qu'on y a un travail, une famille. Avec ou sans papier, solidarité. Avec ou sans papier, solidarité. Avec ou sans papier, solidarité. Écoute, ils nous répondent. Quand même, tous ces gens enfermés, ici, juste derrière cette palissade. Oui, juste pour des raisons administratives, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Tu te rends compte ? Comment pourrait-on témoigner de cette campagne ? Il y a les témoignages à la radio, les documentaires. Ça me paraît important de le faire. Moi je pourrais faire une bande dessinée. Ah bon ? Tu fais de la BD, toi ? Oui, comme ça quoi. Oh écoutez, c'est les grandes bouches qui commencent à jouer. On lui a dit tu es européenne, c'était si beau qu'elle a pu le croire. C'était pas vrai, c'est pas de veine. Il y a des rêves qu'il faudrait pas voir. Une des scènes de votre album Crash, Jean-Benoît Mébec, mise en onde par notre réalisatrice Laurence Alanic. Donc on peut dire que l'album c'est le prolongement de la mobilisation. C'est un acte militant. Oui, tout à fait. Ça s'est effectivement passé comme ça. C'est un acte militant pour comme il y avait eu des témoignages assez édifiants. Et puis après, c'est un acte aussi artistique entre guillemets, parce que j'ai essayé aussi de faire un livre intéressant avec cette matière, quoi. Donc c'est les deux. Charlotte, votre mère, Jane Birkin, s'est beaucoup mobilisée en faveur des sans-papiers. Elle a participé à toute une série de manifestations. Elle est allée, entre autres, chanter Les Petits Papiers, une chanson que vous connaissez bien, j'imagine, sous les fenêtres d'Éric Besson quand il était ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. C'est un combat que vous partagez ? Oui, pas de la même manière parce qu'elle est très à l'aise justement dans le milieu associatif et elle me montre l'exemple, c'est sûr. Mais j'ai pas la même facilité à prendre la parole et à m'exprimer comme ça. Mais je vais sans doute prendre le chemin, j'espère. Oui, elle vous met la pression pour ça ou bien c'est naturel ? Non, pas du tout. C'est très naturel, j'espère. Delphine Coulin, est-ce qu'il y a une dimension militante dans Samba ? Alors moi j'aime pas beaucoup ce mot-là en fait parce que je trouve qu'au militant ça a toujours un côté un peu donneur de leçons et moi j'ai de leçons à donner à personne. Donneur de leçons ou donneur de conviction ? Alors là j'aime mieux ça, oui je suis engagée justement comme les gens qui prennent la parole en public et tout ça. À ce moment-là oui ça engagée je pense l'être et c'est vrai que ce roman-là, il m'est venu. J'avais pas du tout prévu de l'écrire. Quand je suis devenue bénévole, j'étais en train d'écrire un autre roman et je l'ai interrompu parce que toutes les semaines, les histoires qui m'arrivaient et les rencontres que je faisais étaient tellement fortes et je découvrais une violence à laquelle j'étais pas préparée. Et du coup, ce livre-là, il s'est vraiment imposé à moi parce que justement, à un moment donné, j'avais envie de dire ce que je voyais et de partager en fait. C'est-à-dire quand vous
créer un personnage, du coup, vous incarnez les questions qui se posent à tous ces gens. Et je pense que c'est ça qui fait souvent que les gens après peuvent se sentir concernés par des questions qui a priori les indifféraient complètement. Ouais, alors difficile de pas se sentir concerné quand on lit votre album, Jean-Benoît Houellebecq, c'est quand même extrêmement noir ce que vous racontez. Il y a quand même des destins prometteurs qui sont brisés, il y a des familles qui sont brutalement séparées. Et dans le trait qui est le vôtre, il y a aussi cette noirceur. Oui, pendant ces années où j'ai été présent au collectif d'aide aux sans-papiers, donc sur Tournefeuille, on a reçu souvent des personnes qui racontaient leur histoire. Et donc, quand on est témoin du récit de ces gens, on se dit, bon Dieu, déjà, qu'est-ce que ça fait des histoires incroyables. Et puis, oui, on est un peu révolté quand même. Donc, j'ai sans doute emmagasiné tout ça. Et là, avec les témoignages que j'ai eus, il y en a... Bon, la plupart du temps, je connaissais pas les gens. C'est arrivé pour 1 ou 2 cas. Mais bon, c'est ressorti comme ça, quoi. Et puis j'ai essayé d'avoir un trait, effectivement, qui s'adaptait au récit qui était... Oui, parce qu'en fait, il y a 2 types de traits dans l'album. Il y a le trait qui colle vraiment au témoignage, là, qui est extrêmement expressionniste, extrêmement noir, et puis un trait un petit peu plus doux, un peu à la Davodo, pour les scènes où vous mettez en scène les bénévoles, les manifestations, on va dire pour l'extérieur, quoi, pour faire ça. C'est ça, voilà. J'ai essayé de faire un truc un peu ligne claire, un peu plus traditionnel pour les récits des associations qui sont un peu comme Tintin reporter, quoi. Voilà. Et puis par contre, oui, les récits des migrants, là, on est vraiment dans l'humain, dans le sentiment, enfin l'émotion, quoi. Donc j'ai essayé de, voilà, c'est vraiment du vécu. Ça veut dire un trait très noir, beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Comment vous pourriez décrire votre façon de dessiner? Alors les moi, scènes je de le ressens pas agressif, quoi. Je le ressens plus sensible, peut-être, mais voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Parce que, en fait, tout simplement, avec les associations, j'ai dessiné à la plume, et c'est un peu bête de le dire comme ça. Et pour les migrants, avec des pinceaux un peu plus chargés en encre, si vous voulez. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, ça transmet plus les émotions, quoi. Oui, voilà. Parce qu'on a un peu l'impression, quand on fait l'album sans trop faire attention, d'un album à plusieurs mains. On a vraiment l'impression de changer d'univers d'une scène à l'autre. Oui, c'est-à-dire que dans un cas, on est plutôt à l'extérieur du centre, on raconte ce qui se passe autour, et puis dans un cas, on est à l'intérieur de la vie des gens, quoi. Donc, effectivement, c'est presque 2 personnes qui l'ont fait, mais c'est 2 zones du cerveau qui fonctionnent, on dirait. Vite en français, dissertation, et c'est maintenant que ça se complique. Liberté, j'écris ton nom, mais sans papier, c'est pas pratique. D'ailleurs, l'histoire, c'est tout comme on a la guerre d'Algérie. Sauf qu'au pays des droits de l'homme, c'était chouette, les colonies. Alors en sciences naturelles, on pige que c'est pas gagné. Il y a le mâle, il y a la femelle, et puis il y a le sans-papier, qui est aussi un mammifère, même si on sait pas quoi en faire. Mais où est donc Kornica, Vladimir et Ismaïl, pour Kamal et Boubacar? Quelle horreur est-il? 17h30, cours de physique, tout corps plongé dans un liquide, finit toujours par se noyer, ça évitera de l'expulser. Liberté, quand tu nous tiens, H2O, ça fait rêver, mais le destin du clandestin, c'est de fermer sa gueule à clé, ou bien d'aller faire trempette, vu que dans ce genre de croisière, passer par profits et pertes, c'est moins dur que la frontière. Mais le manque de savoir-vivre, ça limite les récidives. Mais où est donc Kornica, Vladimir et Ismaïl, pour Kamel et Boubacar? Quelle horreur est-il? Mais à part ça, la vie est belle. Et puis faut dire que dans les ghettos, y a plein de places à la poubelle. Et ça s'appelle lycée techno. Mais toi, t'es déjà nulle part. Et du fond de l'aéroport, tu peux même pas dire au revoir, bouffé par l'escalator. Y a plus que 29 élèves dans une classe de 30 gamins. Salut les années collège, et puis salut les copains. Pour toi, Mehdi, l'école est finie.
Agnès Bill sur RFI, mais où est donc Ornicard, VMDN avec Charlotte Gainsbourg et Delphine Coulin pour le film Samba qui sort mercredi, et Jean-Benoît Mébec pour sa bande dessinée CRA, Centre de rétention administrative aux éditions des Ronds dans l'eau, un éditeur assez militant qui publie pas mal d'ouvrages, on va dire, sur des témoignages justement comme ceux que vous réunissez. Oui, alors là ils ont 3 livres qui, pour l'instant, qui traitent vraiment de l'immigration ou des personnes privées de papier. Donc il y en a un qui s'appelait Droit d'asile, un autre Un monde libre, et puis Centre de rétention. Et sinon, oui, c'est aussi un éditeur qui fait des livres sur le droit des femmes, sur les homosexuels, voilà. Voilà, donc tous ces combats-là. Voilà. Et puis c'est un éditeur jeunesse aussi, par ailleurs. Voilà. Dans un autre style, dans un autre registre. Alors bon, Jean-Benoît Mébec, on a parlé du côté très documentaire et très documenté d'ailleurs de votre travail. Est-ce que la faiblesse de l'album, je me mets un petit peu à la place de l'avocat du diable, c'est pas qu'il est un petit peu manichéen? Ah oui, ça c'est revendiqué. Enfin, je l'assume. Ouais. Par exemple, les policiers. Vous avez une façon de représenter les policiers, les gardiens du centre de rétention administrative, comme si c'était des pitbulls, quoi, avec des énormes mâchoires, avec des très gros plans. Il y a un côté un peu cinéma d'ailleurs dans votre graphisme. Ouais, surtout dans les récits des migrants. Bon, ça c'est vrai, mais je me suis mis aussi à la place des personnes qui sont retenues dans les centres, et je me suis dit que c'est peut-être l'image qu'ils pourraient avoir, quoi. Après, des policiers, j'en connais, voilà, certains de mes meilleurs amis sont policiers, mais c'est vrai que dans le contexte... C'est-à-dire que c'est le regard de l'immigrant que vous avez voulu... Oui, donné à travers ces scènes-là. C'était des témoignages, donc effectivement, quand on fait un témoignage, on se met, voilà, comme vous disiez, à la place de la personne. Oui. Et puis bon, pour les associations, quand on en voit dans les récits des associations, ils sont un peu moins expressionnistes, mais bon, le regard des associations est pas forcément. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est revendiqué. C'est pas 5 minutes pour la préfecture, 5 minutes pour les sans-papiers, quoi. C'est tout le livre pour les sans-papiers. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Delphine Coulin, on le disait rapidement tout à l'heure, le film s'appelle Samba, le livre, lui, s'appelait Samba pour la France. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé pour la France? C'est pour gommer justement ce côté un peu politique? Parce qu'en plus, vous écrivez en parlant de Samba, c'était un patriote. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a frappé dès le premier jour, c'est que les gens que j'avais en face de moi me parlaient de la France avec de l'amour. Et ça me surprenait vraiment parce que c'était des gens qui souffraient à cause de la France et qui souffraient, si vous voulez, ils avaient traversé des déserts, des mers, ils avaient eu des aventures terribles. Et normalement, une fois qu'ils arrivaient en France, ils pensaient que c'était fini, que le plus dur était derrière eux. Et finalement, ils se rendaient compte qu'il y avait un deuxième parcours du combattant à suivre et que c'était pas facile non plus. Et en même temps, malgré tout ça, ils arrêtaient pas de me dire que la France était un pays merveilleux. Et dans tout ce qu'ils me disaient, je voyais le contraire. Et ça m'a vraiment interrogée sur mon rapport moi à mon pays, parce que pour le coup j'avais pas du tout ce sentiment-là. J'avais l'impression que le patriotisme c'était un truc qui concernait mes grands-parents mais surtout pas moi. Ouais. Et du coup j'ai fait de Samba un personnage qui était un patriote et que le quotidien de notre pays va transformer en criminel. Oui, et en même temps, c'est aussi un personnage qui construit énormément, puisqu'il est beaucoup sur les chantiers, donc il est sur des échafaudages. Il y a une scène absolument hilarante qu'on va pas raconter là, mais enfin c'est un des moments très forts du film. Il est sur les chantiers aussi en tant que cantonnier, puisqu'il multiplie les petits boulots, en particulier donc avec Wilson. Donc c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui répare, c'est quelqu'un qui aide son pays. Mais oui, mais de toute façon, son pays d'accueil. Pardon, il y a vraiment une hypocrisie terrible par rapport aux sans-papiers, parce que toute la restauration, tout le secteur du bâtiment, tout le secteur du tri des déchets, tous ces secteurs-là fonctionnent principalement grâce aux sans-papiers. Souvent, c'est des entreprises à caractère public et ça arrange bien tout le monde que les sans-papiers soient là pour occuper ces postes-là. Donc oui, Samba c'est un bâtisseur, c'est sûr, c'est quelqu'un en tout cas qui prend en main sa vie. Oui.
Et Alice aussi d'ailleurs. Enfin, c'est des gens qui ont pas envie que l'extérieur leur dicte la façon qu'ils ont de vivre. Oui, mais en même temps, c'est pas non plus. Alors pour le coup, c'est pas du tout un personnage manichéen non plus, parce que il a des choses à se reprocher quand même. Comme Samba, il est pas très net. Il est franchement, il y a des moments où on se dit, bon, on est un peu en empathie avec lui, mais enfin, parfois on se dit aussi, là, il est allé trop loin. Oui, mais c'est ça qui les rend humains. C'est moi, j'aime bien avoir des personnages complexes qui ont leurs failles, comme chacun de nous, et qui sont qui sont peut-être d'autant plus attachants d'ailleurs qu'ils ont des failles, parce que sinon, c'est pas, ça n'existe pas quelqu'un de trop parfait. Alors avant de se quitter, on va rendre hommage à un sans-papier, pas tout à fait comme les autres. Il est écrivain et poète, ou plutôt il était, car il est décédé à la fin du mois dernier. Il s'appelait Charles Dobzynski, et Maïsa Kostache a rencontré il y a quelques jours plusieurs de ses amis afin de retracer son parcours. Du plus profond de ma mémoire, je ne savais même pas d'où venaient ces mots, que l'on transportait comme des valises striées d'étiquettes, parfois sans visage. Charles Dobzynski. Et ces mots qui portaient la souffrance des exilés et des sans-papiers font partie du trésor ancestral de la langue et de la culture yiddish. Il lui rend hommage dans son anthologie de la poésie yiddish, publiée en 1987 chez Gallimard. Bernard Weisbrot, ancien professeur à l'université Paris 8 et traducteur. Ça a été un véritable coup de canon parce qu'après mai 1968, on a enfin pris conscience en France que la littérature yiddish n'était pas un trésor de l'Europe de l'Est, mais pouvait très bien s'exporter. Et cette anthologie, c'était un véritable révélateur, une irruption de la culture yiddish sur l'univers de la culture occidentale. Charles Dobzynski publie son premier poème en 1944 dans un journal des résistants, Jeune Combat, puis Paul Éluard présente ses poèmes dans les lettres françaises, où par la suite il deviendra chroniqueur. Passionné par les sciences, exceptionnel traducteur de Mayakovsky ou de Nazim Hikmet, ami d'Aragon, de Tristan Tzara, de Pablo Neruda et d'autres grands personnages du siècle, il avait une véritable vénération pour la lecture et la poésie. La voix de Charles Dobzynski, document INA. La poésie, c'est un fil conducteur dans ma vie. Vous savez, c'est comme l'électricité qui passe dans les tubes. Pour moi, c'est comme ça. C'est une sorte d'énergie heureusement renouvelable jusqu'à maintenant. Au début des années 70, il fait partie de l'équipe de direction de la revue Europe. Jean-Paul Parat, rédacteur de la revue, l'a bien connu. C'est un homme que j'ai vu jusqu'à la fin de sa vie avoir une sorte de curiosité et d'enthousiasme qu'on dirait être plutôt celui d'un adolescent. Eh bien, il a gardé cette faculté d'enthousiasme, d'attention, de curiosité jusqu'au bout. Et cet enthousiasme, cette soif de vivre, il la met dans son combat de toujours, celui des SDF et des sans-papiers. Il n'a pas oublié son enfance lorsqu'il se cache dans une ferme du Loiret. Je me sentais sans papier et sans présent, disait-il. Françoise Siri, journaliste et amie de Charles Dobzynski. Dans un de ses derniers recueils, La mort à vif, il s'est mis du côté du SDF sans papier, dans un poème, et ce mort SDF vient voir la mort en lui disant « mais j'arrive pas à vivre parce que j'ai pas de papier, et en plus quand je meurs, j'ai pas droit à une tombe parce que j'ai pas de visa. » Un mort SDF m'accoste. On ne m'accepte dans aucun cimetière, sans passeport, ni visage légitime pour franchir ta frontière. Je suis délocalisé, délégalisé, mort démoralisé. Moi qui espérais qu'on m'accorde l'hospitalité des racines. Il est tant de lieux affectés à l'inhumanité, quand les lieux d'inhumation affichent complet, pour les cadavres non enregistrés au cadastre. Ça passe ou ça casse. Moi je me casse. Dans les exils d'avant les Juifs, dans les ailleurs d'avant les eaux, dans les eaux d'avant le déluge, où je demanderai droit de passage à Noé, si son arche n'est pas encore surbouquée d'animaux humains et d'humains écorchés de leur humanité. Reportage de Maïsa Kostache sur RFI. Charlotte Gainsbourg, Olivier Nakache et Éric Toledano ont dit il faut que le spectateur bientôt, mais spectateur en tout cas avant, sorte de la salle de cinéma avec un regard différent. Est-ce que vous, ce film, vous a donné un regard différent sur le monde des sans-papiers et peut-être, osons-le, sur la France ?
Oh non, mais je pense pas qu'il faut pas avoir envie de donner un message ou ce serait un peu pompeux. Je pense le film est plus habile que ça, je trouve, parce que oui, bien sûr qu'on prend conscience de choses extrêmement graves, mais le but c'est avant tout de raconter une histoire, d'essayer de tenter de toucher les gens par le biais d'une histoire, mais pas plus. Enfin, voilà. Après, si ça, je sais pas, si les gens sont touchés, c'est déjà énorme. Voilà, donc quand Isabelle Giordano, qui est la présidente d'Unifrance, qui vend les films français à l'étranger, dit c'est une comédie militante, vous dites on va peut-être pas jusque-là, quoi. Je trouve pas ça bien pas ça bien, je sais pas. Moi, je dirais pas que c'est un film militant, je trouve que c'est un film qui parle du travail, qui parle de plein de choses aussi. Donc, de parler que des sans-papiers, c'est faux par rapport au film. Mais c'est vrai que ça, dans la mesure où le personnage d'Omar est très très touchant et qui porte ce personnage de Samba, voilà, moi j'ai joué dans le film, mais en le voyant, il m'a convaincue. Donc c'est ça que je trouve fort. Merci beaucoup à tous les trois, Charlotte Gainsbourg, Samba d'Olivier Nakache et Eric Toledano avec Omar Sita, Raïm et Isia Higelin à partir de mercredi. Merci Delphine Coulin. Je précise donc que votre livre Samba pour la France est réédité dans la collection Point des éditions du Seuil. Merci à vous, Jean-Benoît Mébec, CRA, Centre de rétention administrative, la BD aux éditions des Ronds dans l'eau. Demain, c'est Mireille Mathieu qui sera avec nous pour fêter ses 50 ans de carrière et vous m'en direz des nouvelles.